Alors, le chapitre 3 traite ce qu'on appelle les stratégies de groupe. Je pense peut-être que vous avez fait une petite introduction sur ce domaine l'année passée, non? Oui ou non? Non, Non, jamais. 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 Ok, très bien. Alors, donc, on va le traiter en détail cette fois-ci. Ok. Voilà. Alors, c'est un chapitre vraiment, enfin, c'est-à-dire ce qu'on va traiter dans ce chapitre, il est vraiment important dans le domaine des administrations réseau. D'accord? Parce que tout est basé sur les stratégies de groupe. Donc, on va définir c'est quoi une stratégie de groupe. On va aussi savoir pourquoi on utilise les stratégies de groupe, c'est-à-dire en utilisant les stratégies de groupe pour répondre à quel besoin, à quel problème, pour traiter quelle problématique. Voilà, on va voir tout ça. Comment paramétrer et déployer une stratégie de groupe, on verra tout ça. D'ailleurs, peut-être on aura deux TP, hein, deux TP consacrés à ce chapitre, donc pour traiter les stratégies de groupe. Donc, je bascule maintenant pour accepter les demandes des utilisateurs. Alors, bismillah. Voilà, on commence. Donc, un chapitre qui traite les stratégies de groupe. D'accord? Alors, c'est quoi le problème d'abord? D'abord, les stratégies de groupe viennent pour répondre à un problème réel. Un problème réel au niveau des entreprises. Bon, d'ailleurs, plusieurs problèmes. Ce qu'on va citer ici, c'est uniquement un seul problème. Donc, on va citer ici un seul problème, une seule problématique, voilà, qui est la baisse de productivité. Donc, généralement, dans les entreprises, si on donne la main et on laisse les utilisateurs, les employés administrer leurs machines, on aura beaucoup de problèmes. D'accord? Si on donne aux employés le contrôle total à ces machines, on aura beaucoup de problèmes. Je vais vous expliquer. Donc, soit on doit attendre. On est combien? 26. Donc, je vais vous expliquer comme ça en attendant que les autres arrivent. Alors, donc, si on donne le contrôle total aux employés, on leur donne le contrôle total à leur machine. Donc, les employés peuvent installer, supprimer, désinstaller, faire des configurations sur leur machine. Et généralement, par expérience, voilà, on aura beaucoup de problèmes parce qu'on a une variété des employés qui savent, c'est-à-dire utilisent leur machine très bien, des utilisateurs, des employés curieux qui peuvent, par exemple, installer, désinstaller, entre parenthèses, n'importe quelle application, des employés qui accèdent à la base de registre des systèmes, et souvent, on aura beaucoup de problèmes. Quand on dit beaucoup de problèmes, c'est des problèmes de configuration, c'est des problèmes des applications qui ne peuvent pas se lancer, des applications, c'est-à-dire de travail, hein, que l'employé, c'est-à-dire a besoin pour faire son tâche, faire son job, pardon. Alors, donc, il y aura beaucoup de problèmes. Et quand on dit il y aura beaucoup de problèmes, c'est-à-dire vous, en tant qu'administrateur, en tant que responsable, peut-être IT, etc., vous aurez beaucoup de requêtes. D'accord? Souvent, vous devez recevoir des emails, des appels téléphoniques, etc., parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous devez accéder à distance peut-être pour régler les problèmes. Si vous n'arrivez pas à régler les problèmes, vous devez bien sûr déplacer
sur place, voilà, chez les employés pour régler des problèmes. Et en fin de journée, c'est-à-dire, vous allez constater que, c'est-à-dire, vous allez faire beaucoup d'interventions, mais uniquement sur des faux problèmes. Et donc, à les faux problèmes, quel est le résultat? C'est la baisse de productivité de l'entreprise. C'est-à-dire, l'employé, quand il fait une mauvaise configuration, une mauvaise manipulation sur sa machine, donc sa machine peut-être il n'arrive pas à lancer certaines applications pour faire son travail, donc il se bloque pendant donc, une période, il ne fait pas son travail, et, voilà, et vous voyez si le problème se répète avec plusieurs employés, donc la productivité de l'entreprise, bien sûr, va se diminuer. Un. Deux, vous, en tant qu'administrateur, vous aurez beaucoup de travail, beaucoup d'interventions. On a beaucoup d'interventions, mais généralement pour régler des faux problèmes. Donc, c'est pour ça il y a ce qu'on appelle, voilà, je vais revenir ici. C'est pour ça il y a ce qu'on appelle donc les stratégies de groupe pour régler le problème. Donc, la question, comment, c'est-à-dire réduire, c'est-à-dire le contrôle des employés au niveau de leur machine. On ne donne pas le contrôle total. On ne donne pas uniquement, c'est-à-dire le nécessaire. Donc, comme solution, voilà, c'est l'utilisation des stratégies de groupe. Utiliser les stratégies de groupe, pour réduire le contrôle des employés au niveau de leurs machines, pardon, et deux, déployer le même environnement, simplifier l'environnement et déployer le même environnement chez tous les utilisateurs. Même les applications que l'employé va utiliser pour faire son job. Donc, vous devez les installer à l'avance. Il ne faut pas leur donner la main pour modifier son adresse IP, c'est vraiment important. Donc, il faut désactiver la base de registre. Il faut désactiver la configuration des paramètres réseau. Parce que si on donne la main à l'utilisateur, on lui donne la possibilité de modifier les adresses IP. Donc, il y a des employés curieux parce que toujours dans l'entreprise, c'est-à-dire on fait des filtres par rapport à l'accès Internet. C'est-à-dire les utilisateurs n'ont pas le même privilège, voilà, et le même droit d'accès Internet. Certains, ils peuvent par exemple accéder en parallèle pour vérifier pour leur boîte peut-être email personnel pendant la journée. Certains d'autres employés n'ont pas le droit. Ils peuvent uniquement accéder à leur boîte email professionnelle pendant le travail. C'est-à-dire, vous aurez la boîte email personnelle, exemple Gmail, et vous aurez en tant qu'employé, au niveau de l'entreprise, un autre compte, une autre adresse email professionnelle. Vous travaillez chez l'entreprise, donc XXX, vous aurez un mail nom.prénom à la x.dz par exemple. Donc, vous travaillez toujours par mail, etc. Donc, vous utilisez votre boîte professionnelle et vous n'avez pas le droit d'accéder à Gmail ou YouTube c'est-à-dire les heures de travail. Voilà. Mais certains utilisateurs, certains employés, ont le droit parce que selon, c'est-à-dire la spécificité de leur fonction, voilà, ils doivent accéder au boîte Gmail parce que généralement, peut-être ils rentrent en communication avec d'autres personnes de l'extérieur, un fournisseur, etc., etc. Donc, il y en a ce genre de cas particuliers, voilà, où certains utilisateurs ont le droit d'accéder. Voilà. Bon, comme vous savez, les employés entre eux, voilà, ils savent que
l'employé Y a le droit de consulter Gmail, consulter YouTube. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être ici que le filtrage est basé sur l'adresse IP. Voilà, ils disent que voilà, on va essayer d'avoir l'adresse IP de cet employé. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va substituer donc son adresse IP par l'adresse IP de cet utilisateur. Voilà. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, peut-être l'utilisateur autorisé n'est pas connecté pour le moment. Donc, alhamdoulilah. Donc, on va pas générer un conflit d'adressage. Alors, et cet utilisateur voilà, qui a changé son adresse IP va accéder bien sûr à Gmail, va accéder à YouTube par exemple. Et si le premier utilisateur autorisé est connecté, donc celui qui a modifié son adresse IP va générer ce qu'on appelle un conflit d'adressage. On génère un conflit d'adressage, on va bien sûr générer d'autres problèmes. Si le problème persiste, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? On voit beaucoup de choses, surtout si on n'a pas prévu, donc, c'est-à-dire ce genre de problème à l'avance. Parce qu'il y en a une possibilité au niveau de switch pour éviter ce genre de problème. Donc, si le problème persiste, voilà, et peut-être plusieurs utilisateurs ont essayé de modifier leurs adresses IP, on peut même faire tomber le switch. Voilà, surcharger le switch par des faux messages, voilà, et le bloquer carrément, bloquer le switch. Donc, on va faire tomber tout le département, tous les utilisateurs connectés à ce switch. Et vous êtes responsable. À la limite, vous aurez beaucoup de travail à faire. Deux, si vous avez prévu donc ça à l'avance, à la limite, vous pouvez bloquer soit l'utilisateur qui a changé son adresse IP ou bien les deux, légitimes et celui qui a changé son adresse IP. Les deux. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on reçoit les erreurs ARP, parce que c'est des erreurs ARP, alors on va peut-être fermer les deux ports. Les deux ports. Et donc, en tous les cas, vous devez intervenir pour régler ce genre de problème. Vous voyez, voilà un petit c'est-à-dire, problème quand on change les adresses IP. Et donc, la solution, c'est de ne pas donner le contrôle total à tous les utilisateurs. Comment donc paramétrer l'environnement des employés ou d'un utilisateur? Il faut passer par ce qu'on appelle les stratégies de groupe. Les stratégies de groupe pour simplifier les environnements des utilisateurs et dans ce cas éviter les problèmes et augmenter bien sûr la productivité et bien sûr minimiser voilà, le recours au support technique. C'est vous, c'est vous le support technique, d'accord? Donc vous allez quand même réduire les faux problèmes et voilà, se concentrer sur les vrais problèmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une stratégie de groupe? D'accord? Ça veut dire une stratégie de groupe. Une stratégie de groupe est une collection de variables de configuration et d'environnement. C'est un ensemble de variables d'environnement qu'on peut configurer chez l'utilisateur ou bien l'ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est les utilisateurs et l'ordinateur? Voilà. Voilà, avant de vous expliquer ça, c'est-à-dire ces paramètres, voilà, on peut l'utiliser pour imposer, voilà, un environnement, voilà, bien défini à l'avance et un environnement non modifiable par les utilisateurs. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'environnement utilisateur et ordinateur? Pardon.
Donc, c'est des variables liées à l'utilisateur, ou bien à l'environnement de l'utilisateur, ou bien directement à l'ordinateur. D'accord? Ça veut dire lié à l'utilisateur et lié à l'ordinateur. Vous allez bien, c'est-à-dire bien comprendre après. Je vais vous donner juste la différence. C'est-à-dire quand vous limitez un utilisateur, bien vous configurez une variable d'environnement et vous liez cette configuration à l'utilisateur. Alors voilà, je vais désactiver le paramétrage de la configuration réseau. C'est-à-dire je ne donne pas la possibilité à configurer les paramètres réseau, y compris l'adresse IP par exemple. Voilà. Et je vais lier cette stratégie à l'utilisateur Y. Donc, le fait que vous allez lier cette stratégie qui ne permet pas de modifier les paramètres réseau à l'utilisateur X ou bien à l'employé X, donc, indépendamment de la machine que cet utilisateur va utiliser, toujours cet utilisateur il ne pourra jamais modifier les paramètres réseau de la machine utilisée, indépendamment de la machine. S'il utilise la première machine, il ne peut pas modifier. S'il utilise la deuxième, il ne peut pas modifier. S'il utilise la énième, il ne peut pas modifier. D'accord? C'est lié à l'utilisateur. Si, par exemple, vous allez lier cette stratégie qui ne permet pas de modifier les paramètres réseau à un compte ordinateur X, à la machine X, voilà, bien spécifier la machine, hein, voilà. Donc, uniquement au niveau de cette machine, on ne peut pas modifier les paramètres réseau. C'est-à-dire, indépendamment de l'utilisateur, maintenant c'est l'inverse. Indépendamment de l'utilisateur, au niveau de cette machine, c'est-à-dire indépendamment de l'utilisateur qui va utiliser cette machine, toujours les paramètres réseau ne peuvent pas changer. On ne peut pas les changer. D'accord? Indépendamment de l'utilisateur. Parce que c'est lié à la machine physique. Voilà. Même celui qui a les privilèges, quand il utilise cette machine, il ne peut pas modifier. Vous voyez la différence maintenant entre l'utilisateur et l'ordinateur. Si vous allez donc paramétrer les paramètres, les variables de l'environnement, de travail, et vous allez lier cette stratégie que vous avez définie à l'utilisateur, cette stratégie sera toujours liée à l'utilisateur indépendamment de la machine utilisée. Si vous avez lié cette stratégie à la machine, donc la machine sera uniquement, la stratégie sera liée uniquement à cette machine, indépendamment à l'utilisateur qui va utiliser la machine. D'accord? Alors, donc vous avez paramétré les variables d'environnement. Contrôler les variables d'environnement. Par exemple, paramètre réseau. Désactiver la modification de l'adresse IP. Supprimer, par exemple, quelques applications du menu démarrer. Désactiver le menu démarrer. Ne laissez pas l'utilisateur à redémarrer la machine. Imposer, par exemple, un arrière-plan bien spécifié. Désactiver par exemple, le panneau de configuration. Désactiver la base de registre, etc. Beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. D'accord? On verra par la suite. Donc, vous avez défini les variables d'environnement. Vous avez créé votre stratégie de groupe. Maintenant, comment vous avez appliqué la stratégie de groupe que vous avez définie? On verra par la suite. Maintenant, il faut bien comprendre l'objectif uniquement. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire et après, on aura tout le détail. D'accord? Voilà. Donc, comment appliquer cette stratégie que vous avez définie? Voilà, on verra la procédure exacte.
mais vous pouvez appliquer la stratégie de groupe sur un site, sur un domaine, bien sur une unité d'organisation. Donc, au sein de domaine, vous pouvez l'appliquer sur une unité d'organisation. Et donc, tous les objets qui se trouvent à l'intérieur de cette unité d'organisation vont être impactés par cette stratégie que vous avez utilisée. Vous pouvez l'appliquer sur le domaine complet, la racine. Vous avez le domaine l3gtr.com, appliquer la stratégie sur le domaine l3gtr.com, automatiquement tous les objets de ce domaine vont être touchés par cette stratégie que vous avez utilisée. Exemple. Donc, si vous avez, je vous donne un exemple. Donc, si vous avez des paramètres communs à appliquer à tout le monde, à tous les employés de l'entreprise, c'est simple. Il faut juste maintenant de définir une stratégie de groupe avec les paramètres communs, voilà, et appliquer cette stratégie directement au domaine. D'accord? Au domaine de l'entreprise. Maintenant, tous les utilisateurs qui se trouvent à l'intérieur du domaine, voilà, on va leur appliquer cette stratégie. S'il y a d'autres utilisateurs que vous devez bien sûr, c'est-à-dire leur ajouter d'autres configurations, il faut définir une autre stratégie personnalisée. Alors voilà, c'est bon pour tout le monde. On a paramétré l'environnement commun, on a activé peut-être les paramètres pour tout le monde, voilà, les paramètres communs, mais on a un groupe des utilisateurs, le département par exemple marketing, ou bien commercial, ou bien je ne sais pas, ressources humaines. Donc, on doit leur aussi désactiver quelques d'autres paramètres. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Il faut définir une autre stratégie avec les nouveaux paramètres, voilà, les paramètres, c'est-à-dire liés à ce département, à ses utilisateurs, et appliquer cette stratégie uniquement à l'unité d'organisation qui contient les utilisateurs de ce département. Vous voyez? Maintenant, le département concerné, par exemple marketing, ressources humaines, voilà, c'est-à-dire on a appliqué deux stratégies à ce département, bien à cette unité d'organisation. La stratégie que vous avez utilisée pour le domaine et la deuxième stratégie personnalisée. Voilà, regardez, parce que la stratégie de groupe, voilà, on peut l'assigner plusieurs fois, simultanément, sur différents conteneurs. Voilà, la stratégie que vous avez définie, vous pouvez la réutiliser plusieurs fois, au besoin. Voilà, vous avez une stratégie. Maintenant, la stratégie, elle est liée à une unité d'organisation, par exemple X. Après une certaine période, voilà, vous aurez besoin de la même chose et vous voulez lier cette même stratégie sur une autre unité d'organisation. Voilà, vous pouvez le faire. Voilà, donc vous pouvez lier une stratégie plusieurs fois à plusieurs conteneurs, différents conteneurs. Les stratégies de groupe sont aussi appelées, voilà, généralement on appelle les stratégies de groupe GPO, voilà, pour dire Group Policy Object. D'accord, en anglais c'est Group Policy Object. Voilà, comme je vous ai expliqué, regardez ce qui est mentionné ici en rouge. Donc les stratégies de groupe permettent de configurer des restrictions d'utilisation de Windows ou de l'environnement de travail ou des paramètres à appliquer soit sur un ordinateur donné, soit sur un compte utilisateur donné. Voilà. Soit sur l'utilisateur, soit sur l'ordinateur. Exemple de stratégie de groupe. Regardez. Voilà, ici, voilà, je vous cite de grandes, c'est-à-dire paramètres. Les paramètres de menu démarrer et par des tâches, les paramètres de panneau de configuration et les paramètres système. Voilà. Juste un exemple, hein, parce qu'il y en a beaucoup de choses, hein, vous allez voir après.
Sur le menu démarrer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez paramétrer grâce à ces stratégies de groupe? Vous pouvez par exemple supprimer du menu démarrer, voilà, démarrer, par exemple le menu document, ou bien le menu démarrer. Vous pouvez supprimer connexion réseau et accès distant. Voilà. Vous pouvez aussi supprimer exécuter. Voilà. C'est-à-dire les utilisateurs ne peuvent pas lancer exécuter à partir de menu démarrer. Vous pouvez désactiver la fermeture de session. Le menu démarrer. Donc l'utilisateur ne peut pas fermer sa session. Vous pouvez désactiver la commande arrêter. Donc l'utilisateur ne peut pas arrêter sa machine. Vous voyez? Tout ça, vous pouvez le faire à travers, c'est-à-dire le item, hein, le item, menu, démarrer et barre des tâches. Voilà, il y en a d'autres, beaucoup de choses qu'on peut démarrer, qu'on peut activer, désactiver, supprimer du menu démarrer. Voilà. Vous pouvez, par exemple, au niveau du panneau de configuration, désactiver carrément le panneau de configuration. Ou bien masquer certaines applications du menu panneau, enfin du panneau de configuration. Par exemple, désactiver la connexion réseau, désactiver, peut-être installer, désinstaller des applications, ainsi de suite. C'est-à-dire le fait de définir une stratégie qui permet de désactiver le panneau de configuration et après lier la stratégie à un ensemble des utilisateurs, ces utilisateurs ne pourront jamais accès au panneau de configuration. Pour le item system, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, toujours, vous pouvez désactiver la modification du registre, la base de registre. C'est-à-dire, c'est important ça, c'est-à-dire l'utilisateur ne pourra jamais accéder à la base de registre de son système. Vous pouvez aussi désactiver l'invite de commande. Voilà. Il ne peut pas lancer l'invite de commande parce qu'à travers l'invite de commande, on risque qu'un utilisateur exécute une commande et génère des erreurs de système. Voilà. Voilà, c'est un exemple pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire voilà, à travers les stratégies de groupe. Voilà, donc juste un schéma ici qui explique ce que je vous ai déjà donc, expliqué, presque un résumé. Donc vous êtes l'administrateur, regardez, voilà. Vous allez définir à travers, c'est-à-dire de votre bureau, une stratégie de groupe. Bien sûr, à travers de votre bureau, c'est-à-dire vous devez accéder au contrôleur de domaine, créer une stratégie de groupe, parce que les stratégies de groupe, on va la créer au niveau du serveur. Mais vous utilisez votre machine cliente, voilà, vous allez faire un accès à distance à votre contrôleur de domaine, créer une stratégie de groupe, et après, vous allez lier cette stratégie de groupe soit au domaine, soit à l'unité d'organisation, soit à un site. Un site, il peut avoir plusieurs domaines. D'accord? Plusieurs domaines. Et automatiquement, les utilisateurs concernés par cette stratégie de groupe, la stratégie de groupe va être appliquée directement. On verra après. Est-ce que le fait que vous allez lier la stratégie de groupe à une unité d'organisation, tous les objets de type utilisateur ou bien ordinateur qui se trouvent à l'intérieur de cette unité d'organisation, c'est-à-dire la stratégie va être appliquée directement après la liaison, directement à l'instant, c'est-à-dire réel, en temps réel, ou bien on doit attendre, ou bien on doit faire quelque chose. On verra après. D'accord? C'est-à-dire, est-ce quand on lit la stratégie de groupe, directement la stratégie de groupe sera appliquée en temps réel. Ou bien on doit attendre une certaine période, ou bien on doit faire quelque chose. On verra. Donc voilà, c'est ça. Donc les administrateurs définissent une fois la stratégie de groupe. La stratégie de groupe vous permettre de définir, regardez les avantages, voilà. Définir donc les stratégies d'une manière donc, centralisée et décentralisée.
Voilà. Quand on décentralisé, c'est-à-dire vous pouvez appliquer des stratégies à tout le monde, vous pouvez personnaliser des stratégies. Vous assurez que les utilisateurs disposent du même environnement de travail adéquat, c'est clair. Voilà, c'est ça l'objectif. ماشي واحد par exemple il personnalise son arrière-plan, voilà, comme il veut, voilà. C'est-à-dire quand on passe aux employés, chacun a un arrière-plan, voilà, chacun a un environnement Y personnalisé. Donc, quand vous utilisez les stratégies de groupe, vous allez assurer que tous les utilisateurs disposent du même environnement et le même environnement adéquat. Réduire le coût total de possession en contrôlant, voilà, donc les environnements utilisateurs et ordinateurs, c'est pour vous, pour réduire donc la charge de travail, voilà, que vous allez bien sûr assumer, voilà, parce que vous allez réduire, voilà, les requêtes, les demandes, les problèmes, etc. Appliquer, enfin, c'est appliquer la stratégie de l'entreprise. Alors voilà, si les responsables veulent que tout le monde doit avoir comme arrière-plan, toujours je vous donne cet exemple, comme arrière-plan le logo de l'entreprise. D'accord? Au niveau de tous les comment dirais-je, toutes les machines de l'entreprise, on doit avoir comme arrière-plan le logo de l'entreprise. C'est bon. Donc, c'est une stratégie décidée par les responsables. Vous pouvez l'appliquer directement. Il faut définir une stratégie de groupe, lier le logo comme fichier à la stratégie de groupe et appliquer la stratégie à tout le monde, à tout le domaine. Donc, tous les utilisateurs vont avoir la même image en arrière-plan, représentée par le logo de l'entreprise. Pardon. Voilà. C'est bon. Très bien. Voilà. Outils de création des stratégies de groupe. Donc, il y en a plusieurs outils. Il y en a l'outil stratégie de groupe par défaut. Enfin, les outils stratégie de groupe par défaut sont utilisateur et ordinateur Active Directory, c'est-à-dire à travers l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory, on peut, par exemple, créer une stratégie de groupe. Mais quand vous créez une stratégie de groupe depuis l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory, cette stratégie de groupe sera automatiquement liée. Pardon. Voilà. Voilà. Ok. Pardon. Donc, si vous utilisez la stratégie de groupe, sera automatiquement, enfin l'outil utilisateur ordinateur pour créer une stratégie de groupe, la stratégie de groupe que vous allez créer sera automatiquement liée à l'unité d'organisation initiale. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire initiale? Parce que quand vous créez une stratégie de groupe depuis l'outil d'administration utilisateur ordinateur Active Directory, vous devez créer soit le domaine, soit cliquer d'abord sur le domaine ou là sur l'unité d'organisation, ciblée, etc. Oui, vous continuez, clic droit et vous continuez par exemple. Et donc, à la fin, quand vous créez la stratégie de groupe, sera automatiquement lié sur l'objet ou bien l'unité d'organisation ou bien le site ou bien le domaine. Vous avez cliqué au début. D'accord? Vous pouvez utiliser l'outil City Service Active Directory. Vous pouvez utiliser la stratégie de groupe. Et généralement, on utilise cet outil. Cet outil,
cet outil depuis je pense, 2008, l'environnement serveur 2008, serveur 2012, 2016, elle est déjà installée par défaut avec le système. Donc, vous pouvez vérifier les outils d'administration et vous allez trouver cet outil. Enfin, c'est pas stratégie. Pardon, j'ai confondu entre gestion stratégie de groupe et stratégie de sécurité locale. Désolé. Hein. Donc, la stratégie de sécurité locale, elle existe par défaut au niveau de tous les environnements Windows. Cette stratégie va vous permettre de modifier une stratégie de sécurité locale. D'abord, on va faire après le TP1 et je vais vous parler sur ça. Voilà. Quand user 1, on voudrait lui donner l'accès au domaine. C'est-à-dire user 1, on voudrait que user 1 ouvre une session locale sur le domaine. Donc, soit on le donne le contrôle total, c'est-à-dire il devient un administrateur, soit voilà, on lui donne donc uniquement le droit d'ouverture d'une session locale. Donc, il faut modifier la stratégie de sécurité locale. Donc, c'est-à-dire, à travers cet outil stratégie de sécurité locale, on peut aussi créer une stratégie de groupe. Une stratégie de groupe, voilà, peut-être que ça sera local à la machine. L'outil très utilisé, c'est cet outil complémentaire. L'outil qu'on va utiliser, regardez, c'est cet outil complémentaire qui est la stratégie de groupe, ou bien la gestion de stratégie de groupe. Cet outil, depuis, comme je vous ai dit, 2008, je pense, 2012 sûr et certain, 2016 sûr et certain, mais je pense 2008 aussi. Voilà, mais avant, non. Avant, on doit télécharger, c'est-à-dire cet outil, on ne trouve pas sur le système. Il faut télécharger, voilà, installer. Elle est téléchargeable gratuitement. Voilà. Sinon, comme depuis 2008, je pense, elle est installable automatiquement avec le système. Quand vous installez, vous trouverez cet outil installé déjà. Donc, il est installé à l'avance. Vous pouvez l'utiliser. Cet outil, il est très utilisé. Hein, très pratique, très utilisé. Donc, on peut créer les stratégies de groupe. Voilà. Autant stratégique en vous. Voilà. Voilà, on peut la créer, on peut les créer, les préparer à l'avance, les sauvegarder, etc. Et après, on va l'utiliser au besoin. Quand on veut lier une stratégie à une unité d'organisation, ou bien un domaine, ou bien un site, voilà, on va la lier parce que déjà la stratégie, elle est là, on a déjà configuré la stratégie, on a préparé la stratégie à l'avance. Donc voilà l'outil qui est très utilisé, c'est l'outil de gestion stratégie de groupe. Regardez cet outil stratégie de groupe. Hein, c'est une interface graphique de l'outil stratégie de groupe. Regardez gestion stratégie de groupe. Regardez, quand vous utilisez cet outil, là, vous aurez cette fenêtre. Cette fenêtre, voilà, regardez les paramètres qu'on peut utiliser. Le domaine, site, beaucoup de choses. Hein, on peut modifier beaucoup de choses, on peut créer beaucoup de choses. Voilà, on verra donc dans le TP 3 et 4, on va faire voilà, plusieurs configurations et vous allez bien maîtriser cette partie qui est vraiment importante dans la configuration, bien l'administration réseau. Voilà, on va arrêter à ce diapo, le dernier diapo pour aujourd'hui, pour qu'on puisse bien sûr terminer le TP. Voilà, donc vous allez plusieurs stratégies de groupe. Comme je vous ai dit, on peut utiliser le mot GPU. GPU, c'est une stratégie de groupe pour Group Policy Object. Voilà, donc c'est une stratégie de groupe de domaine, stratégie de groupe de l'unité d'organisation, regardez, et stratégie de groupe liée au site. Site, comme je vous ai dit, on va avoir un site avec plusieurs domaines. Voilà. Donc, appliquer une stratégie au domaine, c'est-à-dire tous les objets de domaine vont être impactés par cette stratégie de domaine. Les stratégies de groupe à une unité d'organisation, uniquement
des objets qui se trouvent à l'intérieur de cette unité d'organisation qui sont concernés par cette stratégie de groupe. Ainsi de suite. C'est bon? Si vous n'avez pas de questions, voilà. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, monsieur. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va basculer directement vers le TP. Voilà, on va faire peut-être 1h20 pour le TP pour qu'on puisse terminer au moins le TP 1. S'il reste quelques minutes vers la fin, je vais vous expliquer le TP 2. D'accord? Donc, on bascule directement vers le TP. Oui, monsieur, d'accord. Très bien. Arrêtez.